Conakry, 2 décembre 2014, au sommaire de cette édition, la France renforce son appui en faveur de la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola et un centre de formation des soignants a été installé à l'école militaire de Manéa. Comment trouver des stratégies efficaces de lutte contre le changement climatique? Les experts guinéens se familiarisent avec les techniques de montage des projets visant à limiter la pollution. La journée internationale des personnes handicapées sera célébrée demain en Guinée, une occasion de porter une attention soutenue sur cette couche vulnérable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux décrets du chef de l'État. D'abord, l'Assemblée nationale portant autorisation de ratification de l'accord de prêt de 40 millions de dollars, soit l'équivalent de 27 millions de DTS signés entre la République de Guinée et la Banque mondiale IDA relatif au financement d'urgence à l'appui de la politique macroéconomique et budgétaire. L'Assemblée nationale, vu la Constitution en ses articles 72 et 149, après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification de l'accord de prêt de 40 millions de dollars, soit l'équivalent de 27 millions DTS, signé entre la République de Guinée et la Banque mondiale IDA relatif au financement d'urgence à l'appui de la politique macroéconomique et budgétaire. Article 2, la présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État. Conakry, 2 décembre 2014, le président de séance, le deuxième vice-président, Lonseni Fofana. Le secrétaire de séance, Elhadj Dembo Sila. Décret portant promulgation de la loi L 2014-030 du 2 décembre 2014. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulgué la loi L 2014-030 du 2 décembre 2014 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt de 40 millions de dollars, soit l'équivalent de 27 millions d'ETS signés entre la République de Guinée et l'Association internationale pour le développement IDA relatif au financement d'urgence à l'appui de la politique macroéconomique et budgétaire. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 2 décembre 2014, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret portant autorisation de ratification de l'accord d'un montant de 10 millions de dollars, soit l'équivalent de 6 millions d'ETS, signé entre la République de Guinée et la Banque mondiale IDA relatif au financement d'urgence à l'appui de la politique macroéconomique et budgétaire. L'Assemblée nationale, vu la Constitution en ses articles 72 et 149, après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification de l'accord de don de montant de 10 millions de dollars, soit l'équivalent de 6 millions d'ETS signé entre la République de Guinée et la Banque mondiale IDA relatif au financement d'urgence à l'appui de la politique macroéconomique et budgétaire. Article 2, la présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée et exécuté comme loi de l'État Conakry le 2 décembre 2014. Le président de séance, le deuxième vice-président, Lonseni Fofana, le secrétaire de séance, Elhadj Dembo Sila. Décret portant promulgation de la loi L 2014-031 AN du 2 décembre 2014. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er,
promulgué la loi L 2014-031-AN du 2 décembre 2014 portant autorisation de ratification de l'accord de don d'un montant de 10 millions de dollars, soit l'équivalent de 6 millions d'ETS, signé entre la République de Guinée et l'Association internationale pour le développement IDA relatif au financement d'urgence à l'appui de la politique macroéconomique et budgétaire. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 2 décembre 2014, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. À l'Assemblée nationale se poursuit le passage des ministres pour défendre leur budget. Hier, les ministres de la jeunesse et celui de l'élevage étaient devant les députés. François Lama. Au nombre des priorités en 2015 du ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune figure la réalisation d'infrastructures avec une forte dose consacrée à la formation. Le ministre, dans la défense de son budget sectoriel, n'a pas occulté la poursuite des activités entamées en 2014. Des activités qui pourront avoir d'impact sur l'employabilité et l'épanouissement socio-éducatif et culturel des jeunes Guinéens. Le projet phare qui va être mis en place, c'est d'abord l'étude de définition et de faisabilité suite au drame de Lambagne et de Robané pour la construction d'un palais de la jeunesse multifonctionnel qui pourra répondre aux attentes de la jeunesse. Nous pensons aussi qu'il faut mettre l'accent sur la formation de cette jeunesse. Une jeunesse qui aujourd'hui est prête à s'investir dans le développement de la nation, cultiver l'esprit de civisme. Au ministère de l'élevage et des productions animales, le renforcement des secteurs productifs et les moyens d'existence des ménages ont été largement défendus par le ministre. Le ministre a aussi insisté sur l'implication de tous les députés dans la résolution des conflits entre éleveurs et agriculteurs, avant de plaider pour l'augmentation de son budget sectoriel pour faire face à son plan d'action de 2015. Le plan d'action que j'ai défendu, c'est de moderniser l'élevage. C'est de passer de l'élevage extensif traditionnel à l'élevage intensif. Cela permettrait de régler le conflit récurrent qu'on a entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est d'augmenter la production alimentaire en quantité et en qualité et la distribution. En même temps, assurer le soin au niveau des animaux qu'on ait des produits alimentaires, que la santé du Guinéen ne soit pas menacée après cette consommation. Sur 34 départements ministériels programmés, 18 ont déjà défendu leur budget sectoriel et leur plan d'action de 2015. Le Japon appuie le gouvernement guinéen dans l'amélioration de la desserte en eau potable. Un projet a été signé dans ce sens entre le ministre de la Coopération et le diplomate japonais. Aya Ramatoulaye Touré signe ce reportage. De la coopération japonaise d'un montant de 13 millions de dollars, soit 92 milliards de francs guinéens non remboursables, est destiné à l'amélioration de la desserte en eau potable en hauteur de la ville de Conakry, où des défaillances sont actuellement notées. Il s'agit donc d'un projet d'infrastructure qui améliorera les conditions de vie directes des habitants de Conakry en leur fournissant un approvisionnement en eau sécurisé continu. Avec cet appui de la coopération japonaise, le gouvernement assure de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de ce projet dans les délais prévus. Il y a un moment pas très loin que nous avons connu une rupture à ce qui concerne ce secteur. Donc une assistance avec une enveloppe plus de 92 milliards de francs guinéens, soit plus de 13 millions de dollars, devant permettre la SEG de réparer, de mettre en place, d'améliorer et de renouveler et pour dire, tout ce que nous avons comme structure et tout ce que nous avons comme engagement avec notre partenaire japonais, pour que les gens de Conakry ne souffrent plus de ce problème. La coopération japonaise n'en est pas à ses débuts dans le secteur. Dans les années 80, le Japon a cofinancé avec l'IDA le projet d'aménagement d'installations modernes pour l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry. Je vous le disais en titre, la lutte contre le virus Ebola s'intensifie sur le terrain. La France renforce son appui en direction du corps médical. Un centre de formation des soignants a été inauguré ce mardi à l'école militaire de Manéa. Ce centre permettra de former les médecins dans le cadre de la prise en charge des épidémies. Voici le reportage de Mamadi Kamisoko.
Il s'agit d'une grande première mondiale dans la gestion de l'épidémie d'Ebola et cela se passe en Guinée. Un centre de traitement conçu pas pour recevoir des malades mais plutôt servir de lieu d'apprentissage pour les soignants guinéens. Ici, le personnel médical apprendra à mieux se protéger contre le virus Ebola. La sécurité civile a tout fait pour que les stagiaires soient dans les meilleures conditions. On a refait l'électricité, les arrivées d'eau, il y a un toit, on a protégé du vent et de la pluie. Donc ils sont dans un cocon qui les met à l'abri. À l'intérieur, on a construit un plateau technique. Ça simule ce qu'est un vrai centre. Il y a cette dimension essentielle de la formation. Car sans formation, on ne peut pas offrir des soins de qualité aux Guinéennes et aux Guinéens. En Guinée, 106 cas d'infection ont été enregistrés chez le corps médical avec une cinquantaine de décès. Ce transfert de compétences proposé donc par la France est bien accueilli par les autorités guinéennes. L'aspect le plus important, c'est le transfert de compétences. Le formateur disait tantôt qu'après Ebola, que nous allons vaincre dans sous peu, il y a d'autres épidémies. Il faudrait que notre système de santé soit performant, que désormais, on ne souhaite pas qu'en cas d'épidémie, que nous soyons plus actifs, plus proactifs. D'ici à janvier 2015, 310 soignants venus des préfectures touchées par Ebola, dont 20 malades au centre. Déjà, 25 stagiaires de Kant et Beila ont démarré les cours théoriques et pratiques. Je voudrais m'adresser aux pionniers. À cette première promotion de ce centre de formation. Nous savons s'engager dans le centre Ebola, c'est prendre des risques. Mais l'amour patriotique et la survie collective prennent le dessus sur le risque individuel. La formation, le soin, la recherche et le conseil sont des interventions de la France en Guinée dans la lutte contre Ebola. Avec l'instauration de ce nouveau centre de formation, le président de la République française concrétise une de ses promesses aux Guinéens. Dans le même temps, ONG et organismes se concertent pour trouver des stratégies efficaces de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une équipe de Shield Fund de Guinée s'est rendue dans la préfecture de Kindia pour soutenir les agents de santé déployés dans la lutte contre le virus Ebola. Du coup, un comité de crise a été mis sur pied pour contrer l'épidémie. Le point avec Makale Souma et Mamadou Alphabali. Les réunions de crise se multiplient avec les autorités, le comité de crise et les partenaires comme Child Fund pour uniformiser les stratégies d'approche. À Kindia, au comité de crise Ebola, la situation de la sous-préfecture de Frigiabé inquiète. La propagation du virus et la fuite des cas contacts à cause de la désinformation fait basculer le bilan de la préfecture qui, jusqu'au 20 octobre dernier, avait 0 cas d'Ebola. Quitté vers Conakry et vers Koya pour venir se cacher chez leurs parents à Frigiabé. Dans un village, ça a commencé dans le village de Nyunguya. Et l'équipe s'était déplacée quand il avait constaté que dans une famille, il y avait 1 ou 2 décès. Mais au départ, les gens de Nyunguya ne comprenaient pas. Quand les sujets contacts venaient, dangereux, au lieu de nous appeler, ils préféraient de temps en temps cacher. La question de la prise en charge des enfants dont les parents sont morts d'Ebola ou en sont malades amène le comité à l'initiative de la Fédération Mounafani de Kindia à sa mise en place d'une stratégie communautaire pour une meilleure à la mairie, à la préfecture, au comité de crise ou l'équipe régionale de Child Fund préfecture de Frigiabé où elle a rencontré les élus locaux, le constat est le même. Sur le plan de la sensibilisation communautaire, il a constaté que la plupart de la population résiste toujours à la réalité de ce qui est en train de passer. Donc je pense que c'est là où nous devons vraiment mettre l'accent, que les gens soient beaucoup impliqués sur la sensibilisation de la population. À la suite de toutes ces rencontres, un changement de stratégie a été préconisé. Faire en sorte que la sensibilisation et la distribution des kits soient accompagnées par des rations alimentaires pour inciter les villages et les hameaux réticents à la communication à y adhérer. Une nouvelle approche en expérimentation pour être beaucoup plus actif et dynamique sur le terrain.
Santé toujours, l'hôpital Pichiné de Fria vient d'être doté en équipement, un geste de l'UNFPA qui vise à faciliter la gratuité de la césarienne. Une action saluée par les autorités préfectorales. Suivez ce reportage de Amadou Touré. Le gouvernement guinéen et ses partenaires apportent de l'assistance aux populations de Fria. Ce sont au total 43 kits césariens et 2 tables d'accouchement destinées à l'hôpital Pichini. Cette assistance sanitaire vient concrétiser la volonté du gouvernement guinéen à rendre gratuite la césarienne dans notre pays. Ce geste de l'UNFPA arrive à un moment où l'hôpital de Fria est confronté au problème de rupture des produits pharmaceutiques. Les kits que nous apportent, c'est un plus et ça consolide le moral, comme on dit, le moral des troupes, pour dire que nous avons eu raison jusqu'à présent d'appliquer cette gratuité. Nous avons eu raison parce que le gouvernement nous donne raison en nous apportant ces kits. Nous remercions l'ensemble du gouvernement, nous remercions Monsieur le Président de la République pour cette assistance. Dans la même lancée, l'ONG humanitaire turque Kimse Yokumo, à travers le ministère de l'Action sociale, a distribué de la viande aux personnes handicapées et démunies de Fria. 200 familles sont concernées par l'opération. Pendant cette période difficile, nous voulons être à côté de la population guinéenne. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes à Fria. J'espère qu'avec le temps à venir, en augmentant, on va continuer à faire ces activités sociales. Ces assistances sociales pilotées par le département de l'action sociale viennent traduire la volonté du gouvernement guinéen à améliorer les conditions de vie des populations à la base. Et puis la Guinée vient de célébrer la journée internationale de lutte contre le sida sous le thème Objectif zéro, nouvelle infection à VIH zéro, zéro discrimination, zéro décès. Le comité ministériel du ministère de l'Enseignement supérieur a mis l'occasion à profit pour informer et sensibiliser la population. Francis Collier pour plus de précisions. En 1988, l'OMS a déclaré le 1er décembre comme journée mondiale de lutte contre la pandémie du sida. En Guinée, le comité ministériel de l'enseignement supérieur s'implique à travers la sensibilisation pour que le cadre éducatif ne favorise pas la propagation de la maladie. Le comité ministériel de lutte contre le sida a eu à élaborer un curricula de formation pour l'intégration d'un module de formation sur le sida dans les programmes universitaires. Il y a très longtemps, chaque année on organise des séances de sensibilisation au niveau des enseignants, au niveau de tout le corps de l'enseignement supérieur, voire même l'enseignement pré-universitaire, et ça a toujours porté fruit. Nous voulons que le VIH-Sida soit entièrement enseigné, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire et au niveau supérieur. Cette journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée depuis 2011 sous le thème Objectif zéro. Tout un défi qui interpelle tous les pays du monde a consenti des efforts dans la prévention et les soins à apporter aux malades du sida. L'autre temps fort de cette édition, le projet d'adaptation au changement climatique dans la zone côtière évolue bien dans les CRD de Kabak, Kakossa, Koba et l'île Quito, financé par le Fonds mondial de l'environnement, le PNUD et le gouvernement guinéen. Ce projet a réalisé de nombreuses actions qui ont été appréciées par la mission d'évaluation du dit projet. Suivez le reportage de Marie-Angélique Bangora. La commune rurale de développement de Kabak dans la préfecture de Forikaria. Ici, il y a 4 ans que le projet d'adaptation au changement climatique de la zone côtière RAZC est implanté dans cette localité. Sa vocation est d'aider les populations à l'aménagement des plaines pour exercer des activités comme le maraîchage, la saliculture, la culture des huîtres et le reboisement. Mais cela est insuffisant. Nous sollicitons l'obtention des motopompes. Nous sommes des marieuses et dans ce métier, il y a beaucoup d'avantages. Mais nous sommes confrontés à quelques difficultés, notamment le manque de grillage et autres matériels de séchage. Nous remercions beaucoup le projet pour tout ce qu'il fait pour les femmes de Kabak.
Avant la fin du projet prévu en 2015, la mission du RAZC évalue les réalisations sur le terrain. En Basse-Guinée Nord, les zones côtières des îles Kabak et Kakossa subissent les conséquences de l'avancée de la mer et de l'intrusion saline. Autrefois propice à l'agriculture, cette plaine de plus de 1000 hectares à Kabak est envahie par les eaux marines parce que les digues de protection ont disparu. Ce qui se passe ici actuellement, ça me fait excessivement mal. Pourquoi ça me fait mal? D'abord, je vois déjà une population qui est complètement embarrassée. Et ce qui est plus grave, c'est que les risques de la disparition graduelle de l'île Kabak se présentent à l'horizon. Avec la menace du changement climatique sur ces zones, le projet RAZC doit davantage renforcer la protection des zones et communautés côtières pour leur survie. Dans le même registre, la lutte contre le changement climatique, c'est la toile de fond d'une rencontre qui se tient à Conakry. Les participants se familiarisent avec les techniques de montage et de suivi des projets. La rencontre est organisée par le ministère de l'Environnement. Le reportage est signé de Mamadou Alpha Bali. Les questions climatiques sont aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations de politique gouvernementale. Devant la menace du changement climatique, l'élaboration et la mise en œuvre de projets viables pour maîtriser le phénomène s'imposent. Au Centre national de perfectionnement en gestion de Donka, une vingtaine de cadres du ministère de l'Environnement apprennent les techniques de montage de projets. L'idée de base est d'attirer l'attention de grandes institutions planétaires à travers des projets pertinents. Aujourd'hui, les ressources publiques sont rares. Si les ressources publiques sont rares, ça veut dire que l'État a vraiment quelques difficultés à couvrir tout ce que l'on peut considérer comme éléments de préservation de notre environnement. Alors, si cela est le cas, il faut aller au-delà du budget national de développement et aller capter d'autres fonds qui se trouvent au niveau national auprès des bailleurs qui sont là, mais aussi au niveau international. Ça va apporter un grand intérêt dans la performance des cadres parce qu'ils seront appelés en ce moment à concevoir, à élaborer et à suivre, disons, la mise en œuvre des projets et assurer le suivi et évaluation. Soutenue par le PNUD, la formation va durer 5 jours. À terme, elle devra permettre au département de l'environnement d'améliorer encore les compétences de ses cadres. La maîtrise de ces outils permettra au département de se procurer les moyens nécessaires pour assurer convenablement le suivi de l'évolution de l'état de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables. Cette formation pourrait en premier lieu favoriser la naissance de nouveaux projets en vue de limiter le réchauffement de la planète. En second, prévenir de futures catastrophes naturelles devenues de plus en plus fréquentes dans plusieurs pays. Et puis, au même moment, se tient au Pérou, à Lima précisément, une conférence internationale sur le climat. La rencontre devrait définir de nouvelles stratégies visant à limiter la pollution de l'environnement. Suivez ce reportage. Les experts sont réunis au Pérou où la 20e conférence sur le climat a commencé lundi. À Lima, chaque pays doit annoncer les efforts qu'il est prêt à consentir pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L'Europe s'est fixé comme objectif une réduction de 40% d'ici 2030. Il y a quelques semaines, les États-Unis se sont engagés à une baisse de 26%. La Chine a pour la première fois fixé une date, 2030, pour inverser sa consommation d'énergie fossile. Les États-Unis et la Chine ont signé un accord remarqué sur le climat avec des engagements précis dont le but d'arriver à un accord mondial. C'est très important. La Pologne prendra sa part dans cette dynamique nouvelle. La Chine, les États-Unis et l'Europe représentent à eux trois 51% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais l'objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète ne sera tenu que si l'ensemble des pays émergents s'engagent sans tarder dans cette bataille. Greenpeace appelle tous les dirigeants à agir pour remplacer le charbon et le pétrole par des énergies renouvelables, avec un objectif de 100% d'énergie durable à l'horizon 2050.
Ces négociations, qui doivent durer 2 semaines, portent également sur la création d'un fonds vert destiné aux pays les plus vulnérables. 10 milliards de dollars ont déjà été annoncés pour financer des projets d'énergie renouvelable qui remplaceront charbon, pétrole et gaz. L'objectif est d'arriver à un accord mondial en décembre 2015 à Paris, avec des engagements clairs qui puissent être vérifiés. Retour à Conakry, on change de sujet. Toucher la conscience collective pour abandonner les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. La question préoccupe la Fondation Binta Anne pour les femmes et les enfants. Fondal, Fombal. En abrégé, ce projet est appuyé par l'UNICEF et le ministère de l'Action sociale. La Fombal a débuté ses actions dans la commune de Ratoma. Abdul Karim Kamara signe ce reportage. Les mutilations génitales féminines MGF ont encore la peau dure en Guinée. Au sujet de leur abandon, la Fondation Binta Anne pour les enfants et les femmes, Fombal, retrousse les manches à travers ce plaidoyer sectoriel. Un panel diversifié de spécialistes venus des secteurs de la santé, l'éducation, la justice, la sécurité et la religion. L'enjeu principal est d'abord de se pencher sur l'obligation des autorités, ensuite amener chaque secteur à jouer le rôle qui lui incombe dans le processus d'accélération de l'abandon de MGF et mariage précoce dans la commune de Ratoma. C'est attirer l'attention des décideurs de l'éducation et les spécialistes de la justice et de la sécurité, les religieux, pour qu'ils puissent essayer d'apporter une solution dans cette grande problématique qui est l'excision et les mutilations génitales, plus le mariage précoce des enfants. Pour le cas spécifique de Ratoma, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, on voit des cohortes importantes de jeunes filles sortant de l'excision avec des uniformes au vu au su de tout le monde. C'est pourquoi la commune de Ratoma dans la ville de Conakry a été ciblée pour abriter ce projet. En termes de résultats, ce projet sectoriel devra aider les participants à comprendre tous les enjeux liés à l'abandon de ces pratiques, afin de mieux connaître leur rôle à jouer. Je pense que la formation qui est en cours pourra m'édifier davantage sur le sujet pour que nous puissions prendre enfin une décision en la matière. Venus des différents quartiers de la commune de Ratoma, les participants sont au nombre de 60. La fondation Binta Anne a été créée en 2008 aux États-Unis. Son siège en Guinée se trouve au quartier Nongo, dans la même commune. Et puis en plus bref, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration adopté par le gouvernement guinéen, le ministère en charge de la fonction publique organise avec l'appui du PNUD et de la BAD un atelier de relecture de la loi L028 dans la perspective d'une réactualisation de cette loi portant statut général des fonctionnaires du 3 au 4 décembre dans la salle de conférence Nimba au jardin du 2 octobre. À cet effet, le ministre en charge de la fonction publique invite les hauts cadres de l'administration centrale, les syndicats, la société civile, les anciens ministres, les universités de droit et 5 représentantes des femmes parlementaires ayant reçu des lettres d'invitation à prendre part à cette importante rencontre. Le ministre s'est compté sur la présence effective de tous les invités Conakry le 2 décembre 2014, signé ministre Sékou Kourouma. La technologie au service de la participation sociale des personnes handicapées, c'est le thème de la Journée internationale des personnes handicapées qui sera célébrée demain, mercredi. À propos, voici la déclaration du ministre de l'Action sociale commentée par Mohamed Kamara. En Guinée, plus d'1 million de personnes sont confrontées à des obstacles physiques, sociaux, comportementaux qui conduisent à leur exclusion sociale, ce qui les rend du coup vulnérables. C'est pourquoi dans la résolution 47.3 des Nations Unies, le 3 décembre de chaque année est dédié journée de réaffirmation du principe d'égalité des individus. Convaincu que le handicap n'est ni une fatalité ni un tort, je suis heureuse de louer l'effort de nombreux concitoyens porteurs de handicap, mettant tout leur génie inventif au service de la nation. J'en appelle donc à l'esprit bienveillant et compréhensif de tous pour faire du handicap un statut positif. La réinsertion socio-professionnelle et la promotion des personnes handicapées constituent pour le gouvernement des objectifs stratégiques à atteindre. Il s'agit notamment de la construction de la cité de solidarité en cours,
pour la réinsertion socio-économique de ces pensionnaires, de la ratification de la Convention 159 de l'OIT qui encourage le recrutement des personnes handicapées dans les services publics et privés, de la fourniture d'aide technique de mars à des élèves handicapés en difficulté. La 22e journée internationale des personnes handicapées est célébrée cette année sur fond de solidarité envers les couches vulnérables, à cause notamment de la présence de la fièvre à virus Ebola en Guinée. Voilà la déclaration du ministre Sanaba Kaba de l'Action sociale. Mais fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.